Merci Gilles pour cet exposé, vraiment dans la dynamique de ce qui a été manifestement institué par les exposés de hier, notamment le point de vue assez critique de notre collègue Bruno Falissard. Je propose maintenant à Martin et Gilles de venir sur le devant de la scène pour la partie de réponse aux questions. En ajoutant peut-être juste quelque chose pendant que vous vous installez sur la question de l'utilité clinique pour le clinicien et pour les pratiques de ce type de projet. Si on reprend le projet PPDH, donc psychothérapie psychanalytique en 12 séances pour les patients hospitalisés à la clinique psychiatrique de Sri, ça a permis déjà simplement de développer des programmes de psychothérapie pour les patients sévèrement déprimés à l'hôpital, ce qui n'est pas anodin. Ça a obligé à manualiser les deux bras, la psychothérapie, mais aussi le traitement habituel, donc une amélioration de la qualité des soins dans le cadre du projet de recherche. Et puis évidemment, des formations tant pour la psychoéducation que pour la psychothérapie qui ont bénéficié à tout le monde. Donc, on défend à Lausanne véritablement ce processus de recherche-action qui permet d'implémenter de la psychothérapie, d'améliorer les traitements et de pouvoir mieux former les gens. Voilà, discussion ouverte. Qui veut prendre la parole? Madame, avec un micro. Merci d'attendre de vous présenter et de poser votre question. Oui, bonjour Anne Plantade, je suis enseignant-chercheur à l'école de psychologues praticiens. Ma question s'adresse, déjà les deux présentations, merci beaucoup pour ces très très belles présentations. Ma question s'adresse plutôt au professeur Martin Drapeau sur ce que vous avez pu nous dire sur la pratique basée sur les évidences. Avec les données probantes de la recherche, les facteurs communs et les effets de la thérapie sur l'individu, pour l'individu, dans la subjectivité de l'individu. Et alors donc là, je me suis posé la question de quelque chose qui peut peut-être participer d'un effet placebo, qui est le phénomène des modes de psychothérapie. C'est-à-dire en ce moment, là en France, on est dans la grande mode de l'EMDR, notamment. Et je voulais savoir si, d'après vous, ces effets de mode ont une influence sur l'effet placebo et quelles sont les incidences de ça pour les meilleures pratiques et les lignes directrices que vous tracez, notamment pour l'Ordre des psychologues du Québec. Merci. Tu pèses sur le bouton, Martin. C'est une excellente question. Vous avez raison. Il y a différentes choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, quand la psychothérapie fonctionne par mode, c'est indéniable. On a eu les TCC, avant ça, on a eu d'autres choses, le MDR. Hein. On a eu, plus récemment chez nous, c'est vraiment tout ce qui est mindfulness et compagnie. C'est très clair que quand une nouvelle thérapie est mise de l'avant, les premières études démontrent une taille d'effet gonflée. Ce qui veut dire que l'effet placebo, l'engouement des cliniciens, l'engouement des patients a définitivement un effet et en ce sens que ça augmente l'effet de la psychothérapie et on voit les tailles d'effet avec la nouveauté rattachée à la psychothérapie, donc l'engouement qui diminue, on voit les tailles d'effet diminuer. C'est pour cette raison que les synthèses de connaissances, par exemple, les méta-analyses, ont fait ce qu'on appelle des funnel plots. Donc, on peut voir l'effet tiroir. Donc, les premières études, habituellement, vont avoir un effet gonflé. On peut voir que l'effet diminue. Et puis, il y a un phénomène aussi qui fait que les gens cherchent à cacher leurs résultats parce que les résultats négatifs, les premiers résultats négatifs se retrouvent dans le fond d'un tiroir. Donc, il y a des modèles statistiques qui permettent d'estimer ça. C'est la première des choses. Le deuxième élément, puis je reviens au mindfulness parce que on le voit chez les étudiants, on le voit chez les patients. Les patients arrivent, ils disent « je veux du mindfulness ». Mais en vertu de quoi? Les étudiants disent « je veux apprendre le mindfulness, mais pourquoi pas la thérapie interpersonnelle, Ils veulent du mindfulness. Et puis, il y a eu les lignes directrices qui ont été publiées en Angleterre sur le trouble d'anxiété sociale. Ça a changé la donne parce que c'était le mindfulness pour tout.
Donc, les gens avaient des troubles alimentaires, mindfulness, dépression, mindfulness, un peu comme avec le MDR. Le MDR, ça a commencé avec le trauma. On peut le mettre pour la dépression, on peut le faire pour tout maintenant. Donc, il y a un déplacement, en raison de l'engouement des cliniciens, il y a un déplacement vers d'autres pathologies, vers d'autres problématiques. Quand les lignes directrices ont été publiées, ils ont fait des revues de synthèse. Ils ont démontré que pour le mindfulness, c'est la seule thérapie qui a un effet négatif. Donc, les patients sont pires, ceux qui ont un trouble d'anxiété. Le mécanisme est assez simple. Ils sont déjà tellement centrés sur eux-mêmes, on les évite à le faire encore plus, ça a un effet négatif. Donc, ça a permis un peu de remettre les pendules à l'heure. Et puis, les gens ont dit, mais finalement, il y a peut-être une réflexion à y avoir sur le mindfulness. Donc, en principe, un bon guide va s'appuyer sur la recherche. Il y a des modèles statistiques qui permettent d'estimer l'effet tiroir et puis l'effet aussi du placebo gonflé avec les premières études. Je ne sais pas, est-ce que je réponds à votre question? Oui. Peut-être rajouter quelque chose sur l'effet placebo, qu'on voit particulièrement bien l'évidence dans les traitements pour la dépression. Dans la dépression, l'effet placebo est de l'ordre de 60%. On est à 65-70% pour les antidépresseurs. Et la différence en termes cliniques sur l'échelle de Hamilton, elle est de 1,7 points, ce qui est inférieur à la capacité de discrimination du clinicien. Ce qui amène certains auteurs à souligner que l'effet placebo ne doit pas être soustrait à l'effet thérapeutique de nos procédures, mais il fait partie de la procédure thérapeutique, a fortiori dans les psychothérapies, où la motivation et la croyance dans la théorie clinique est absolument importante. Et les théories anthropologiques font de la partie spécifiquement thérapeutique ce qu'ils appellent un effracteur symbolique qui permet l'ensemble de l'activité thérapeutique. Donc, ce qu'il faudrait aussi étudier, c'est la manière dont nos procédures améliorent ou potentialisent l'effet placebo plutôt que de le voir comme une restriction, quelque chose à supprimer. Voilà, autre question. Bonjour, une question pour Gilles, s'il vous plaît. Pensez-vous, Gilles, que le diagnostic de dépression, c'est un diagnostic utile? Par exemple, est-ce que peut-être meilleur d'écrire les processus pathologiques, psychologiques? Je sais que vous avez beaucoup de collègues à Lausanne qui font une approche comme ça dans le département de neurosciences cognitives, par exemple. Et est-ce que ça, c'est la meilleure raison pour faire les études de cas dans les essais cliniques? Gilles? Bon, c'est une question qui se pose aussi avec beaucoup d'acuité avec la définition de la dépression par rapport au manuel, hein, enfin, que ce soit la CIM-11, le DSM-5, de se demander si c'est la manière la plus adéquate de décrire. Hein. Et c'est vrai que je pense la piste que vous évoquez, c'est-à-dire de s'intéresser au processus et au processus psychopathologique, c'est ce qui va nous intéresser le plus. Donc, ce serait certainement beaucoup plus pertinent et qu'on peut s'en approcher avec l'étude de cas, je pense. Je pense à peu près oui à toutes vos questions, mais ça nous replonge dans la discussion qu'on a déjà eue hier. Hein. Comment est-ce que ça nous intéresse, nous, en tant que psychothérapeutes, en psychologie ou en psychiatrie par rapport à l'évolution et l'étude du cas, mais comment est-ce qu'on transmet ça, et puis comment est-ce qu'on transmet ça aux décideurs, etc. C'est beaucoup plus complexe que si on a une procédure, comme on l'a dit hier, qui ressemble le plus possible à ce qui se fait ailleurs dans les soins, en particulier comme les antidépresseurs, etc. Ça ne veut pas dire que je suis pour ça, hein, mais c'est vraiment une question de comment est-ce qu'on peut communiquer ces enjeux beaucoup plus complexes. Mais on cherche à le faire. Enfin, j'entends vous parler de... Enfin bref, il y aura encore beaucoup de choses à dire. Mais on s'intéresse à ces éléments plus psychopathologiques qui correspondent plus au modèle, comme pour l'évaluation des résultats de la psychothérapie et des études. Merci Gilles. Autre question? Il y a une question sur Zoom. Donc, quelqu'un qui demande si est-ce que les guides de bonne pratique sur le site de McGill sont-ils uniquement en langue anglaise? Est-ce qu'il y a un organisme similaire en France et est-ce que la HAS joue le même rôle?
nous avons des guides en anglais, en espagnol et en français. Les 3 langues. La dernière question, vous pouvez répéter? Est-ce qu'il y a un organisme similaire en France et est-ce que la HAS joue le même rôle? En France, je ne le sais pas. J'imagine que c'est l'INSERM peut-être qui… Alors, sauf erreur, cette structure édicte des règles comme le NICE Ouais. ou comme les instances nationales, Ouais. dont j'imagine que vous les avez aussi passées au crible Oui. pour voir si elles correspondaient à vos exigences méthodologiques pour des bonnes Exact. recommandations de pratique clinique. Exact. Donc, il y a aussi des répertoires qui, de plus en plus, parce qu'il y avait une prolifération des guides de pratique, il y a des sites web qui répertoriaient des guides de pratique et puis maintenant, on a des sites web qui répertorient des sites web qui répertorient les guides de pratique. Donc, un bel exemple, c'était le National Guidelines Clearinghouse qui finalement allait puiser dans différents sites pour aller chercher des guides. Il y a d'autres guides, il y a d'autres systèmes web comme ça, des sites web qui permettent d'aller chercher des guides. Voilà, il y a de la place pour une toute dernière question. Arnaud Plagnol, professeur de psychologie clinique à Paris 8. J'étais passionné par les 2 exposés. Cet enjeu central de comment rapprocher la recherche de la pratique. Et vous avez pointé de façon extrêmement convaincante avec des arguments, comment les cliniciens n'avaient pas forcément les mêmes intérêts que les chercheurs avec ce problème. Donc, comment rapprocher les données scientifiques, que les cliniciens puissent les approprier, et puis les pistes qui sont indiquées, des membres, le clinicien lui-même puisse être acteur de recherche, par exemple, les études de cas, c'est ça qui les passionne, et c'est une expérience personnelle aussi, hein, c'est dès qu'on nous parle d'un cas, c'est pareil avec les étudiants, hein, bon. Mais j'ai eu l'impression que c'était un peu asymétrique, vos 2 perspectives. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à ce que les cliniciens davantage compte de nos grands travaux de recherche. Certainement, on vient de nous donner des exemples, hein, c'est important. Mais, alors, par exemple, Milan Raisin, vous avez souligné que ça pouvait, les travaux de recherche, peut-être encouragement, et ouverture aussi créatrice pour enrichir la théorie. Mais est-ce que finalement, on ne sépare pas quand même un peu trop la science? Ça reste la science comme fondation des connaissances. Voilà, ce n'est pas des pistes aussi pour pouvoir, vous avez évoqué les méthodes qualitatives, que l'expérience des cliniciens, de même que l'expertise par expérience, avec aussi bien sûr les personnes soignées, puissent fonder des connaissances elles-mêmes et que les chercheurs puissent se l'approprier. Merci. Qui veut intervenir? Bon, un premier élément de réponse. Merci pour votre question qui permet de développer quelque chose que le temps ne permettait pas d'aborder dans la présentation. Brièvement quand même, merci Gilles. Pardon? Brièvement quand même, puisque le temps passe. D'accord. Voilà. Non, mais disons que toute la base du manuel, par exemple, qu'on a fait pour la dépression chronique, repose sur des rapports de cas, sur l'expérience des cliniciens. C'est quelque chose qui a été élaboré dans ce sens-là. Donc, ça permet de fonder quelque chose de l'ordre de la connaissance qu'on peut ensuite explorer, essayer de vérifier ou de valider. Voilà. Et puis, l'autre domaine, on
on a un groupe, ça a permis de mettre sur pied 2 groupes de thérapeutes qui sont impliqués activement dans la clinique en tant que thérapeutes, mais avec des supervisions cliniques, et ça fait qu'ils se sont beaucoup rapprochés et que beaucoup rapprochés de la recherche, et qui fait que dans ces groupes, on a de véritables échanges autour des deux, et ça va dans les deux sens, hein. Ça ne va pas que de la science empirique vers la clinique, mais on se nourrit véritablement de l'expérience des praticiens. Voilà. Merci Gilles. Martin, un bref commentaire. Très rapidement. Il existe aussi des groupes qu'on appelle des réseaux praticiens-chercheurs, donc des PRN, Practice Research Network, ou des groupes qui sont des communautés de pratique. Donc, ce sont des réseaux de cliniciens et de chercheurs qui travaillent ensemble. Les cliniciens peuvent formuler des questions, peuvent informer l'interprétation des résultats. Il y en a quelques-uns au Canada, il y en a quelques-uns aux États-Unis aussi. Il y en a un gros en Ontario, l'Université d'Ottawa, à George Tasca. Si vous allez sur le site web que j'ai annoncé là, un peu plus tôt, il y a un tab justement pour les PRN. Vous trouverez de l'information là-dessus. C'est justement ces collaborations-là entre les chercheurs et les cliniciens. Merci beaucoup. Pardon? Magnifique. Mais vous allez pouvoir poursuivre le débat à la pause, que nous allons raccourcir à 10 minutes. Et merci de vous retrouver ici à 11h15 pour la suite de ce colloque. En saluant tous ceux qui sont aussi devant leur écran à distance. Vous m'entendez? OK, voilà. Donc, 2 conférences et ensuite un moment de discussion. La première donnée par Uli Kramer, que j'ai le plaisir d'accueillir ici, qui est psychologue, psychothérapeute, qui travaille à l'Institut universitaire de psychothérapie à Lausanne, qui est privat-docent dans notre faculté et qui est par ailleurs professeur adjoint à l'Université de Windsor au Canada et actuel président de la SPR du chapitre européen. Il revient de Rome, où avait eu lieu le congrès annuel de SPR Europe. Uli, j'ai le plaisir de te céder la parole. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être ici. Merci pour l'invitation ici à Paris. C'est un grand plaisir toujours de venir à Paris pour moi. Et je vais proposer une réflexion au sujet de individualiser les traitements, contribution de la recherche en psychothérapie. Et je me rends compte, c'est peut-être plutôt un guide méthodologique ou de réflexion méthodologique qui pourrait être utilisé, ouvrir quelques perspectives pour étudier et faire la psychothérapie de façon assez différente de ce que nous faisons là aujourd'hui. Voilà, ça semble marcher. Donc, la psychothérapie représente une interaction, là il y a un mot qui monte, excusez-moi, une interaction humaine particulière. Et des lois de toute interaction s'appliquent donc aussi à la psychothérapie. La psychothérapie devrait aider les humains à se mettre en mouvement, initier un changement, être ému et construire quelque chose ensemble, à deux, un patient, un thérapeute, un peu comme dans l'image que je vous projette ici. Une dyade travaille étroitement ensemble pour arriver à un but avec des moyens sur lesquels ils se sont mis d'accord et au sein d'un lien affectif. La psychothérapie n'agit pas comme un médicament, agit, on imagine, mais peut-être via le responsiveness. Donc cette collaboration-là n'est pas un long fleuve tranquille, mais les patients et les clients s'influencent avec les thérapeutes de façon non anticipée. Les patients font des choses que nous n'avons pas anticipées en tant que thérapeutes et les thérapeutes réagissent à ces interactions, dévident de leur plan d'action, font les choses différemment de ce qu'ils ont prévu au début.
Donc, les thérapeutes peuvent ainsi utiliser leurs capacités de symbolisation qui nous sont propres en tant qu'êtres humains et développent des hypothèses pour comprendre pourquoi ils sont déviés de leur plan d'action. Et parfois, les thérapeutes s'ajustent de la bonne manière aux patients et parfois pas. Et ce n'est pas toujours facile de connaître la différence. Souvent, dans l'après-coup, on sait c'était la bonne chose que j'ai fait en tant que thérapeute, mais ce n'est pas toujours facile de savoir ce que c'est la bonne chose et comment il faut répondre aux patients. Qu'est-ce que font les chercheurs dans ceci? Compte tenu de ce que je viens de dire, de cette complexité de l'interaction humaine, c'est plutôt difficile d'évaluer l'effet des psychothérapies. Or, ceci est l'objectif des chercheurs en psychothérapie. Gordon Paul était un des premiers qui nous a alertés de la complexité. Si, en tant que chercheurs en psychothérapie, nous voulons proposer une recherche en psychothérapie qui soit juste pour tout un chacun. Vous lisez ici sa citation qui est devenue fameuse, qui montre vraiment à quel point c'est quasi impossible d'individualiser les traitements, individualiser l'évaluation des traitements. Donc, ce problème-là continue à nous challenger en tant que chercheurs en psychothérapie, car dans le Handbook of Behavior Change, Psychotherapy and Behavior Change, édité par Wolfgang Lutz, Paul Christophe et collaborateurs, dans leur chapitre sur les mécanismes de changement et processus de changement, en 2021, écrivent qu'il peut y avoir des conclusions absurdes ou difficiles à interpréter selon quand les processus sont mesurés et surtout si le chercheur ne tient pas compte du moment de l'évaluation et de la responsiveness de l'interaction entre le patient et le thérapeute. Donc, il y a beaucoup d'enjeux qu'il s'agit d'en tenir compte et je crois que ce colloque, d'après ce que j'ai vu, en tout cas ce matin, je ne pouvais pas être là hier, essaye d'aller un pas en avant pour intégrer les réflexions cliniques dans ce champ passionnant. Est-ce que la médecine personnalisée résout ce problème? La médecine personnalisée désigne le processus d'individualisation du diagnostic, pronostic, traitement aux caractéristiques de l'individu. De manière très générale, donc on parle généralement, c'est de la médecine, de composition génomique, facteurs de risque, certains comportements spécifiques d'habitude, le fait de fumer, d'habiter dans un certain quartier, ainsi de suite. La médecine personnalisée peut impliquer que chaque individu reçoit une procédure très spécifique pour évaluer et traiter les problèmes. Ce genre de précision améliorée devrait, selon les tenants de la médecine personnalisée, permettre une amélioration du fit ou de accuracy, donc l'adaptation du thérapeute ou de la méthode d'intervention au patient, un diagnostic plus différencié, nuancé, précis, une meilleure correspondance entre individu et traitement et des meilleures réponses au traitement, disent les défendeurs de la médecine personnalisée. Ceci peut impliquer au début, quand il s'agit d'étudier la médecine personnalisée, plus de coûts, plus de temps, plus de ressources données à ce processus d'individualisation jusqu'à ce que les profils soient utilisables par la pratique. Donc, on est dans cette phase-là actuellement. En psychiatrie, ce genre de réflexion est là depuis longtemps, mais a fait surface dans les dernières 5 ans, 10 ans, sur la base d'une conscience des limites et conceptualisation catégorielle de la psychopathologie, vers quelque chose, une compréhension de la psychopathologie comme quelque chose de beaucoup plus complexe, dynamique, systémique. Quelque chose qui est propre à une diade peut-être, propre à différents agents, qui est basé sur l'observationnel, donc data-driven. Il y a plusieurs interprétations de comment on peut faire ça. Je vous montre ça dans une minute. L'idée est vraiment, au lieu d'adapter l'individu au modèle, dans les modèles classiques, l'idée est d'adapter le modèle de manière dynamique à l'individu. Voici l'intérêt pour la médecine personalized ou de precision. Vous avez ici en bleu, excusez-moi, en rouge, le terme personalized medicine qui est cité
dans la recherche scientifique depuis 2005 jusqu'en 2018. Et en 2015, Barack Obama a prononcé un discours favorisant le terme precision medicine au lieu de personalized. Et vous voyez le pic que ça a pris avec la ligne bleue en 2015, où il y a effectivement, maintenant on parle plutôt de precision medicine, dans le sens que l'idée, c'est pas de réinventer la roue pour chaque patient, mais l'idée, c'est que on a les traitements établis, qu'il s'agit de modifier, adapter, nuancer pour chaque individu. Donc l'idée est de préciser au lieu de personnaliser. Voilà, ça c'est la... vous voyez, c'est la politique a une certaine influence sur le nombre de citations. En psychothérapie, en recherche en psychothérapie, il y a différentes manières de le faire. Je continue à utiliser le terme personnalisé. Il me parle un peu plus ou individualisé. Je pense que c'est échangeable dans le domaine de la psychothérapie. Notamment avec Dero Baez et Jack DeKeefe qui ont développé et avancer le Personalized Advantage Index. Quand vous avez des données comparatifs avec deux groupes, vous pouvez analyser le profil de chaque patient à l'intérieur des deux groupes et vous pouvez montrer que vous avez par exemple randomisé des patients à un groupe, à une thérapie interpersonnelle ou TCC, et vous pouvez montrer qu'un groupe particulier, ceux qui ont des traumas précoces par exemple, répondent mieux à un traitement particulier comparé à l'autre. Et c'est ce graphe, et ceci est montré ici dans ce graphe. À Denver, en juillet 2022, la Society for Psychotherapy Research a eu comme thème dans son congrès annuel « Personalization and Data-Driven Psychotherapy Research ». C'était un thème qui est vraiment dans l'air du temps. Et donc, il n'est pas étonnant que ce slide est très complexe. Il y a beaucoup de méthodes dans la recherche en psychothérapie qui permettent la personnalisation et l'évaluation personnalisée de la psychothérapie à l'heure actuelle. L'idée derrière, c'est de développer un profil idiographique de la personne versus évaluation nomothétique. La dernière, on assume qu'elle est pertinente, mais elle ignore certains aspects subtils qu'on pense pertinents. Donc, la personnalisation ou les aspects idiographiques décrivent, évaluent les aspects de la psychothérapie, notamment en lien avec le changement, c'est ça qui nous intéresse, que d'autres méthodes ne permettent pas de faire, mais que nous pensons sont trop. Je ne vais pas faire la liste ici de toutes les approches personnalisées en psychothérapie et psychopathologie, mais vous avez par exemple l'évaluation intensive dans le milieu, on donne des questions dans les smartphones, n'est-ce pas, on utilise la technologie actuelle. Il y a une préférence pour les modèles de prédiction sur les modèles d'explication, les analyses plutôt intra-sujet versus les analyses inter-sujet. Et puis vraiment, on utilise les états au lieu des traits qui sont évolutifs à travers le temps. Et un certain avantage qui est pensé en faveur de l'évaluation multiméthode qui intègre les questionnaires, la physiologie, l'IRMF et l'activométrie, par exemple. Les défendeurs de ces approches sont aussi critiques et autocritiques et disent qu'il y a 3 limites dans ces méthodes personnalisées de recherche. Ils disent eux-mêmes que les liens fonctionnels entre les manifestations ne sont pas décrits. On ne sait pas quelle est la fonction d'un certain comportement. Ils disent aussi, ils avouent que la sélection du monde de l'évaluation des variables n'est pas claire. On ne sait pas à quel moment on doit évaluer quoi. On peut aujourd'hui évaluer tout à tout moment, n'est-ce pas? Tout est relié dans un monde post-Covid, j'ose dire, mais on ne sait pas quel est le sens et le bon moment de l'évaluation. Et finalement, on ne sait pas s'il faut individualiser les observations de surface que vous observez des symptômes ou est-ce qu'il faut individualiser des éléments structuraux de la personne attribués à l'individu. J'argumente en fait que la formulation de cas permet d'adresser le premier et le troisième point de ces 3 critiques, car c'est une méthode qui est ancrée cliniquement et théoriquement, qui explique un phénomène par une série d'hypothèses et augmente la précision, pertinence clinique et parcimonie. Permet de comprendre les
troubles psychiatriques sévères. Et dans ce cas-là, il a été discuté qu'il y a un bon rapport, quelque part, investissement de temps et résultat. Même comportement, mais explication différente. Donc, quelque part, on se situe sur l'explication. Donc, on individualise clairement les aspects structuraux de la personne et pas les aspects de surface. Je propose ici un peu un guide ou une perspective, si vous voulez, de nouvelles procédures de recherche qui incorporent l'individualisation en 7 étapes. D'abord, je propose qu'un chercheur identifie un phénomène cliniquement pertinent, qui est au niveau individuel, formule l'explication fonctionnelle pour ce comportement au niveau individuel, développe une évaluation pour ce phénomène. Une fois qu'on passe à l'évaluation, on passe au groupe, parce qu'on aura une mesure où on peut décrire un phénomène et le mesurer de manière fiable dans un groupe. Ensuite, bien sûr, on peut tester des hypothèses avec cette mesure que nous avons. Et après, on peut passer à la clinique et tester les interventions cliniques cohérentes avec la formulation faite sous 2. Implémenter ces interventions au niveau individuel, c'est un thérapeute face à son patient. Et septièmement, bien sûr, on teste l'efficacité. Aujourd'hui, ce que les chercheurs en psychothérapie font, ils vont directement au 7. Ce qui est bien sûr intéressant, mais fait l'impasse de l'individualisation, je pense. Dans une série d'études que je vais présenter maintenant, que nous avons conduit à l'Institut universitaire de psychothérapie à Lausanne, nous nous focalisons sur les troubles de la personnalité. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un mouvement clair vers une conception dimensionnelle des troubles de la personnalité, 5 domaines de traits, à la fois le DSM-5 et la CIM-11. Et le critère B ici, de modèle alternatif du DSM-5, parle d'affectivité négative, détachement, antagonisme, désinhibition et psychoticisme. Je me focalise ici sur, juste en donnant un exemple, l'agréabilité. L'agréabilité peut être comprise sur une dimension bipolaire, où on peut être très agréable ou aussi très peu agréable, ce qui peut revenir à être assez antagoniste, allant vers plus de conflits interpersonnels. Une recherche préalable à une dizaine d'années a montré que l'agréabilité est un prédicteur important pour certains types de thérapies, la thérapie comportementale dialectique, mais pas pour d'autres types de thérapies, par exemple le traitement psychiatrique. Donc, c'est une étude pertinente, un trait, si on l'observe pour les troubles de la personnalité borderline, en tout cas, qui paraît important. Voilà, encore quelques éléments, juste pour vous convaincre, et je pense que vous l'êtes déjà après ce que j'ai dit, quand vous appliquez le BFI, Big Five Inventory, vous avez ici quelques exemples d'items, et mon point, c'est clairement de dire, voici des éléments importants, mais probablement il y a plein d'autres manières de se présenter agréable. C'est plein d'autres manières, comment un individu que vous rencontrez dans votre pratique pourrait être antagoniste. Vous voyez, les items reverse, ce sont les items à considérer négatifs. Dans notre étude, nous avons utilisé l'analyse de Planck, qui est une des méthodes de formulation de cas pour opérationnaliser et mesurer par la suite l'agréabilité au niveau idiographique. Cette analyse, comme d'autres formulations de cas, l'OPD a été mentionné, il peut y avoir une manière plus psychodynamique encore de mesurer, y compris les défenses ou les conflits. Par exemple, en utilisant les Core Conflictual Relationship Theme. Mais cette méthode spécifique part des comportements verbaux et non verbaux pour inférer une série d'explications structuraux, les plans explicatifs qui sont derrière les comportements expériences de l'individu. On répond à la question à quoi sert un comportement ou cette expérience. Et on construit, comme un clinicien fait dans son cabinet ou dans son bureau, une formulation de cas qu'il est invité à réviser en permanence quand il interagit avec le patient. Nous avons pour cette recherche, ici publiée en 2019, dans le Journal of Personality Disorder, développé une échelle, donc vous vous rappelez, c'est l'étape 2, ou 3, pardon, de notre voyage vers l'individualisation. Nous avons développé, validé cette échelle, et je ne vais pas développer maintenant les aspects de validation, c'est bien fait, vous pouvez lire le paper, mais finalement, vous avez ici l'échelle avec quelques exemples. Vous avez en 7, on l'a construit en échelle de Likert passant de 1 à 7,
avec un maximum d'antagonisme. Et puis là, on a vraiment utilisé les formulations des plans à l'intérieur des formulations de cas que nous avons trouvées. Et puis, c'est toujours des injonctions à la personne, comme si la personne se dit à elle-même ce qu'elle devait faire. Et puis, le 7 représente des plans qui sont au maximum de l'agréabilité. Donc, par exemple, présente comme collaboratif, soit proche, ce sont considérés des plans qui décrivent l'agréabilité, et présente-toi comme méchant, choque le thérapeute, qu'on a trouvé dans certaines des analyses qualitatives, sont considérés comme plutôt antagonistes. Je pense que ça fait beaucoup de sens pour vous. Hein. Nous avons analysé la distribution dans notre échantillon de 60 cas avec patients avec troubles de la personne borderline. Vous avez ici une moyenne de 4,5 sur l'échelle d'un 7. Donc, vous avez une population, un échantillon ici qui est moyennement agréable, avec certains un tout petit peu plus, mais vous avez quand même des 3,2 qui est relativement désagréable ou antagoniste. L'équation globale qui nous intéresse ici, on a ici une hypothèse qui nous intéresse, c'est de comprendre est-ce que cette variable de la réhabilité idiosyncratique influence l'alliance thérapeutique moment par moment, c'est-à-dire séance par séance. Nous avons un traitement d'une dizaine de séances où nous avons testé cette hypothèse en utilisant un cross-lagged time-lagged cross-panel analysis, c'est des prédictions, des modèles de prédiction. Nous avons, n'est-ce pas, si à la séance 5, le patient évalue l'alliance comme mauvaise, quel impact ceci a sur la séance 8 codée par le thérapeute? Ce genre de questions s'est posé ici. On a utilisé toutes les liens possibles, et puis vous avez ici le résultat des liens significatifs en séparant l'échantillon en deux, selon le median split que j'ai présenté avant, 30 patients avec une bonne agréabilité élevée, et puis 30 patients qui sont plutôt dans le groupe des patients peu agréables, antagonistes. C'est les patients qu'on n'aime pas tellement avoir dans notre cabinet. Pour les patients agréables, il y a plusieurs liens significatifs, ce qui a aussi été remontré dans les modèles multiniveaux que je montre après. Mais pour les patients peu agréables et antagonistes, peu importe comment il évalue l'alliance séance par séance, ça n'avait presque pas d'impact pour l'autre perspective d'évaluation. Où en sommes-nous sur notre voyage vers l'individualisation? Donc, nous avons fait les premières 4 étapes et puis il nous manque les 3 dernières. Donc, on a effectivement identifié un phénomène cliniquement pertinent, c'est l'agréabilité. Nous avons formulé des explications fonctionnelles pour ce comportement pour chacun des 60 cas dans cette recherche, mais ça peut être un autre. On peut utiliser l'analyse de plan, mais il y a d'autres méthodes de formulation de cas. Nous avons développé une évaluation, cette échelle PAAS, qu'on a validée, et puis on a utilisé ça à notre groupe. Et puis nous avons testé les hypothèses en utilisant le modèle de prédiction de l'alliance que j'ai présenté tout à l'heure. La question maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des thérapeutes, qu'est-ce que les thérapeutes doivent faire. Je reviens en arrière avec un pas qui est celui de se poser la question, si on fait des formulations de cas, quel effet ceci a pour le processus et l'outcome thérapeutique. Et là, en fait, Marianne Krause et moi, dans nos publications, on s'accorde sur le fait qu'il y a une espèce de facteur commun, que le patient se sent accueilli comme un individu unique et quelqu'un qui est pris en charge de façon personnelle. C'est quelque chose d'utile et la personne se sent unique et bien accueillie. C'est un facteur commun qui, nous argumentons, est en lien avec le fait de réfléchir d'une façon détaillée à un patient. Il peut y avoir d'autres effets, ça peut faciliter l'empathie, on peut se mettre à la place de l'autre, du patient, n'est-ce pas? C'est plus facile. Ceci facilite certaines interventions spécifiques, par exemple les interventions relationnelles. Si vous savez quels sont les éléments sur quoi vous focalisez, vous allez pouvoir les implémenter plus facilement. Si vous avez fait une formulation de cas, ça va être plus facile. Vous pouvez créer un langage partagé, vous pouvez discuter
avec le patient des contenus de votre formulation. Ceci permet d'augmenter la conscience du patient, ses problèmes, n'est-ce pas? Cette discussion-là ou une manière de discuter ensemble. Ceci facilite la responsiveness appropriée. J'ai commencé aujourd'hui ma discussion avec la notion de responsiveness. Quel type de réponse le thérapeute a face au patient. Et ceci permet de faciliter toute une tas de bonnes choses en thérapie, y compris la confiance que le patient a. En fait, ça permet aussi de faciliter une structure de la thérapie quand le patient arrive et puis nous avons une possibilité de faciliter les expériences émotionnelles correctrices et approfondir les émotions. Donc là, il y a tout un tas d'effets que les formulations de cas peuvent avoir, et puis on s'intéresse ici seulement sur un, on ne peut pas tout faire, mais votre recherche, si vous avez envie de vous laisser inspirer par cette présentation, focalisera peut-être sur un autre aspect à l'avenir. Donc, la responsiveness face à des patients avec un trouble de la personnalité est quelque chose d'omniprésent. Nous argumentons dans un chapitre du livre de Hadass Weissman et Jean Watson, publié en 2021, où nous disons que ces patients sont orientés vers l'extérieur, vers la relation. Ils mettent quelque part à l'épreuve l'interaction thérapeutique dès la première seconde. Ils demandent parfois des traitements extraordinaires. Ils parfois dépassent des limites du setting thérapeutique. Avec leur comportement autodommageable, ils peuvent susciter quelque chose dans le thérapeute ou dans le setting, et ils passent à des tests relationnels comme l'école psychanalytique de Weiss et Sampson le décrivent bien. Ce concept de responsiveness, la question de savoir qu'est-ce qui est maintenant approprié, bien sûr, ne répondre de façon simple et directe à tous ces défis thérapeutiques serait probablement non approprié. Donc, il y a un dosage, une type d'interaction qui est probablement dépendant du patient. Savoir ce qui est approprié va être dépendant du patient, et ça va être un challenge clinique pour ces thérapeutes. Mais ça, on peut aussi regarder ça dans la recherche. Dans la recherche, nous avons utilisé à nouveau, les analyses que nous avons faites déjà dans la première phase que j'ai présentée, nous avons, sur la base de l'analyse de plan, nous pouvons réfléchir à comment le thérapeute peut interagir de façon productive et sans entraver la relation thérapeutique avec le patient. Il s'agit ici d'heuristiques d'intervention individualisées où le thérapeute peut proposer un type de relation qui est vraiment très spécifique à un patient, qu'on appelle la relation thérapeutique centrée sur les motifs. Donc, quelque part, proposer et assouvir un élément de motif qui est sous-jacent au comportement du patient. Donc, soutenir les motifs sans renforcer les processus problématiques de surface. Nous avons conduit une RCT, donc effectivement, on passe quelque part à partir de ces réflexions individuelles à nouveau à un niveau groupe. Hein, vous voyez, on fait un aller-retour. Dans cette RCT soutenue par le Fonds national en Suisse, nous avons comparé 84-85 patients avec un trouble de la personnalité borderline par rapport à un traitement bref, traitement psychiatrique bref de 4 mois environ, et auquel nous avons ajouté dans le deuxième bras l'analyse de plan et la relation thérapeutique centrée sur les motifs. Vous voyez ici, MOTR, c'est la relation thérapeutique centrée sur les motifs. Nous avons ici un léger avantage à la fin du traitement, donc après 4 mois, favorisant la relation thérapeutique centrée sur les motifs. La relation thérapeutique centrée sur les motifs, si elle est utilisée par les thérapeutes, a aussi des effets positif sur le développement de l'alliance thérapeutique à travers le temps. On a entendu que c'est un facteur important. Donc, proposer une alliance, pour savoir construire une alliance, vous savez ici, les moyennes sont relativement basses, ce qui correspond probablement aux défis posés par cette clientèle avec un trouble de la personnalité borderline, avec beaucoup d'agissements. Mais la bonne nouvelle, effectivement, avec ce type d'intervention, il semble avoir une évolution favorable à travers le temps, séance par séance. Nous avons aussi analysé les prédicteurs, n'est-ce pas? Quels sont les prédicteurs d'un bon traitement? Nous avons ici analysé 4 dans des études indépendantes
nous avons, par exemple, la première analyse est clairement celle des patients qui ont un certain niveau de symptômes. C'est un prédicteur dans quasi toutes les études que vous pouvez trouver dans le handbook de 2021 de Lutz et collaborateurs. Donc, c'est un prédicteur fort, généralement dans les traitements. Et puis, nous avons donc séparé notre échantillon. Nous avons analysé l'échantillon qui a reçu le traitement standard, traitement psychiatrique, et nous avons analysé la force prédictive de niveau de symptômes au début, des changements à la fin du traitement, aussi pour le traitement individualisé, avec le résultat, en fait, qui est toujours le même pour toute la slide. Le traitement standard, dans le traitement standard, les prédicteurs qui, par ailleurs, sont connus comme étant des prédicteurs forts, en fait, prédisent bien les résultats thérapeutiques, mais pas dans le traitement individuel. Dans le traitement individuel, nous pouvons observer ce qu'on a appelé un washout, donc l'effet a été atténué par l'intervention, l'effet complexe de la responsiveness. Le thérapeute a su diminuer l'impact de toutes ces caractéristiques que le patient présente au début de thérapie. Imaginez comme thérapeute, vous avez un profil de patient, vous pouvez toujours prédire ce patient-là va finir bien ou mal. C'est bien sûr quelque chose qu'on essaie de faire, mais ce n'est pas si simple. Mais ici, on a un modérateur qui a la responsiveness, probablement. Enfin, j'argumente sur la base de cette base ici que la responsiveness modère l'impact d'un prédicteur sur le résultat thérapeutique. La même chose, on a trouvé sur le biocognitif en utilisant l'échelle développée par Martin Drapeau. Nous avons analysé, à compter le nombre de biais cognitifs au début, les erreurs cognitives, dans la séance 1, et nous avons analysé la force prédictive de ce type de profil de biais cognitif pour le traitement standard, mais aussi pour le traitement individualisé. Les effets trouvés pour le traitement standard sont effacés dans le traitement individualisé. Nous avons ici, dans une analyse que je peux présenter, mais aussi analysé la force prédictive de l'agréabilité avec la même échelle que j'ai présentée. En fait, l'agréabilité prédit, comme dans l'autre recherche par l'équipe de McMahon, le résultat thérapeutique, mais ne prédit pas le résultat thérapeutique pour les patients qui ont reçu la relation thérapeutique centrale sur le motif. Et finalement, pour les patients avec un trouble de la personnalité, le fait de se comporter de façon compliquée au niveau interpersonnel est caractéristique de leur clinique. Nous avons mesuré les patterns d'interaction sociale avec une nouvelle échelle en séance. Nous avons codé et compté les problèmes d'interaction que ces patients posent et nous avons à nouveau pu montrer que dans le traitement standard, la sévérité de la pattern d'interaction sociale prédit le résultat, mais pas dans le traitement individualisé. Nous avons réanalysé donc notre time-lagged cross-panel analysis en prédisant l'alliance thérapeutique séance par séance, en séparant les deux groupes. Et vous avez ici à nouveau le même résultat dans le traitement standard, et vous avez toutes sortes de prédictions. Donc, quelque part, c'est comme s'il y a une cohérence entre les différentes perceptions de l'alliance entre le patient et le thérapeute, surtout dans la deuxième partie du traitement. Mais cette cohérence de perception, nous n'avons pas retrouvée chez les patients avec un traitement individualisé, ce qui nous a d'abord surpris parce qu'en fait, on avait d'abord pensé, mais c'est peut-être juste dans l'autre sens, en fait. Alors, en y réfléchissant un tout petit peu plus approfondi, ces résultats peuvent être compris en lien avec les résultats précédents. À nouveau ici, la perception de l'alliance, surtout chez les thérapeutes, a été effacée par l'effet de l'individualisation. L'individualisation a permis de percevoir le patient différemment, de façon plus créative, plus juste peut-être, et moins en lien avec les éléments du début de la thérapie. Donc, il y a une nouveauté qui est introduite, qui est totalement productive ici. Voilà, c'est confirmé par les
modèle multiniveau, je termine. Donc, comment l'effet d'un traitement peut-il être évalué pour cette patiente unique? C'est la question qu'on se pose. Hein. Et puis, j'ai montré un chemin pour y arriver. Si vous voulez vous atteler sur un chemin vers l'individualisation, mesure de l'individualisation, il y a beaucoup de choses à faire. Voici le plan, quelque part, l'invitation à travailler sur les différents éléments de recherche. Je pense qu'il faut plus de recherche au niveau de la reliabilité et validité des méthodes de formulation de cas. Souvent, les thérapeutes se trompent. Ils ont des idées en tête, ils font leur théorie dans la séance, mais en fait, ils se trompent. Je pense qu'il y a plus de recherche observationnelle de bonne qualité qui doit s'y faire. Il faut évaluer les feedbacks. Il y a un feedback qui est dans l'évaluation de la formulation de cas. Donc, le thérapeute utilise toujours d'autres informations de la clinique et ce feedback doit être étudié. Je ne connais pas d'étude qui le fait. La formation doit être évaluée parce que nous formons nos thérapeutes à l'évaluation, à la formulation de cas. Donc, ce genre de choses est utile. Je pense que c'est utile d'utiliser les nouvelles technologies dans ce contexte. Il y a quelques éléments de mécanismes hémogénérateurs, je pense que c'est important, comme dans ces études que j'ai déjà montrées. Dans les études sur la responsiveness ou sur le lien entre formulation de cas et processus thérapeutique, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Et puis, il y a une special section qui va venir prochainement dans le journal de la SPR, Society for Psychotherapy Research, à ce sujet. On peut étudier la responsiveness moment par moment, différencier la responsiveness en fonction des modérateurs, par exemple les traits de personnalité, comment ça influence, comment le thérapeute répond, et ainsi de suite. Je pense qu'il est intéressant, c'est vraiment la notion de responsiveness non appropriée. Le livre sur la formulation de cas, vous pouvez voir, découvrir d'autres types, comment formuler les cas. Moi, j'ai utilisé un parmi ces 18, mais il y en a plein d'autres de différentes obédiences. Si vous avez une sensibilité pour une école thérapeutique particulière, vous pouvez vous inspirer de cette liste. Et puis, j'ai déjà dit qu'on cherche actuellement, mais au concours quelque part, cette call for papers pour special issue qui émane de la conférence à Rome. Et c'est aussi un grand plaisir de dire que la European Chapter of Society for Psychotherapy Research a été le patronage de ces 2 journées aujourd'hui et hier. C'était avec un très grand plaisir que mes collègues et moi, nous avons soutenu cette conférence de 2 jours à Paris. Et puis, si vous êtes intéressé, venez me parler de ce genre de recherche autour de la Therapist Responsiveness Developing an Empirical Basis for the Future. Merci pour votre attention.